Bonjour, vous êtes bien sur Radio Sainte-Afrique. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 3e émission de Radio Florine, une série documentaire consacrée au Roquefort. Bonjour Katia. Bonjour Mélanie. Alors nous sommes dans des conditions un peu particulières puisque cette émission aujourd'hui elle est enregistrée hors les murs de la radio à la Confédération Générale de Roquefort. Confère le contexte actuel un peu compliqué avec la Covid. Donc, nous allons aborder quel sujet aujourd'hui, Katia ? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Roquefort d'un point de vue patrimonial. Et oui, dans quelle mesure ce fromage constitue-t-il un patrimoine alimentaire, qui est une notion d'ailleurs qu'il nous faudra définir car nous verrons qu'elle n'est pas si ancienne. Et pour éclairer cette question, nous avons le plaisir d'être accompagnés à distance et par téléphone, étant donné le contexte donc, par Jacinthe Bessières, qui est sociologue, membre du comité scientifique du Saloir, enseignante-chercheur à l'Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation de l'Université de Toulouse-Le Mirail. Et nous aurons aussi le plaisir de retrouver nos chroniqueurs avec leur point de vue historique, linguistique, musical, gastronomique, territorial. Voilà, c'est parti pour 1 heure d'émission sur le Roquefort, patrimoine alimentaire. Bonjour Jacinthe Bessières. Bonjour Jacinthe Bessières. Alors, vous vous intéressez à l'alimentation comme un lieu de lecture du monde social, comme un élément médiateur et comme donc un lieu de sociabilité qui favorise la création d'interactions sociales fortes. En 2000, vous avez présenté une thèse en sociologie qui s'intitule « Valorisation du patrimoine gastronomique et dynamique de développement territorial, le haut plateau de l'Aubrac, le pays de Roquefort et le Périgord ». Vos travaux ne portent pas depuis spécifiquement sur le Roquefort, mais sur les questions plus larges de patrimoine alimentaire, donc la patrimonialisation, l'innovation, les questions d'effets produits sur les territoires. Bon, ce sont des notions sur lesquelles vous avez publié de nombreux articles et que nous allons aborder ensemble, si vous le voulez bien. Bien sûr, tout à fait. Peut-être commencer par essayer de débroussailler un peu cette notion de patrimoine alimentaire. Alors, je vous laisse le soin de l'aborder par l'endroit qui vous semblera le plus approprié. Oui, tout à fait. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, pour cette invitation cet après-midi dans ce contexte un petit peu particulier et confiné. Alors moi, je vais vous parler effectivement de plusieurs choses cet après-midi, et notamment de la première, qui serait celle je crois, d'un engouement pour le terroir et qui va venir, bien entendu, expliquer, justifier l'avènement et là aussi l'engouement et le succès pour ces patrimoines alimentaires. Alors, peut-être dire dans un premier temps qu'aujourd'hui on se retrouve face à une alimentation en mutation, une alimentation en recomposition qui subit de plein fouet le développement de l'industrie agroalimentaire, qui voit s'éroder finalement des pratiques alimentaires plus traditionnelles, et on voit sur le marché alimentaire ce qu'on appelle une alimentation assez standardisée, assez uniformisée, où on peut manger des produits des 4 coins du monde, je dirais à toutes les saisons. Donc finalement un contexte alimentaire un petit peu en perte de repères. Certains sociologues d'ailleurs parlent ainsi, une perte de repères identitaires alimentaires. Et par conséquent, finalement, cet espace rural, ces terroirs qui nous entourent, et notamment le terroir du Roquefort et d'autres productions alimentaires et gastronomiques emblématiques, deviennent aujourd'hui un petit peu des éléments de compensation, des éléments de contre-pouvoir qui viennent rassurer, consoler ces consommateurs alimentaires. Et les terroirs deviennent de plus en plus des producteurs gastronomiques et des lieux de compensation identitaire. Est-ce que, Jacinthe, je vous coupe, mais vous pensez que ça concerne des populations en particulier, ou c'est un phénomène que vous observez à l'échelle globale, en fait ?
C'est un phénomène observé à l'échelle globale parce que moi je travaille principalement sur les territoires, on va dire plutôt français, ruraux français. Mais on a la chance, là, ces dernières années, de travailler sur des territoires plutôt asiatiques, sur des territoires à l'international. Et on observe finalement que la mondialisation alimentaire, que l'uniformisation alimentaire a en même temps comme corollaire la résurgence des alimentations de terroir. C'est-à-dire que plus on va forcément uniformiser, standardiser, mondialiser l'alimentation, plus à un moment donné, on observe des récurrences, des résurgences, des prises de conscience sur la valeur de nos produits et de nos terroirs. Et c'est vrai que cet engouement pour le terroir est réellement né dans les années 70, ça a commencé à voir le jour dans les années 70, puis 80, puis c'est accentué dans les années 90, avec notamment beaucoup d'effets de médiatisation. Mais on ressent bien un vrai besoin d'enracinement gastronomique qui répond aux mutations de cet aliment contemporain. Et je crois que on retrouve cet engouement qui est dans la pratique, oui, mais surtout dans l'imaginaire. Et ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais cet espace rural, ce terroir est extrêmement positivé aujourd'hui dans l'imaginaire collectif. Terroir égale alimentation saine et égale bien manger. Donc on est dans un imaginaire extrêmement, accentué, renforcé sur le bien fondé d'une alimentation de terroir. Alors, est-ce que ça se traduit pas tout le temps par des pratiques concrètes, mais on est quand même dans des représentations très positives. Et alors c'est dans ce contexte-là qu'émerge cette notion de patrimoine associée à l'alimentation, en fait ? Voilà, donc semble-t-il, et nos recherches le montrent, l'engouement pour le terroir a amené tout doucement à faire renaître des productions peut-être oubliées, anciennes ou en sommeil, et la notion de patrimoine alimentaire est de plus en plus en vogue. Elle est là aussi apparue en même temps dans les années 70, 80 et 90, et aujourd'hui on voit un grand nombre de recherches sur la question des patrimoines alimentaires. Alors peut-être parce que vous posiez tout à l'heure la question de la définition de ce patrimoine alimentaire, mais on peut en arriver à le définir effectivement, même si c'est quelque chose qui reste quand même assez vaste, assez subjectif. On peut dire que finalement le patrimoine alimentaire est un signe d'une unité alimentaire, une certaine mise en scène d'une mémoire alimentaire retrouvée. C'est aussi ce patrimoine alimentaire un vrai enjeu un peu de revendication sur les territoires, sur les terroirs, où on se raccroche à des choses que l'on connaît, que l'on aime déguster, que l'on aime cueillir. Donc autour des patrimoines alimentaires se cristallisent des identités territoriales. Alors, nous, quand on a essayé de le définir en tant que tel, ce patrimoine alimentaire-là, bien on a mis dedans, du coup, de multiples choses, des éléments à la fois matériels ou immatériels, liés à des productions, à l'univers agricole, mais aussi liés à un héritage collectif sur un territoire. C'est-à-dire qu'un patrimoine alimentaire, c'est à la fois du matériel, de l'immatériel, mais c'est aussi extrêmement relié à l'univers agricole et à l'héritage des territoires concernés. Donc, dans cette notion de patrimoine alimentaire, eh bien, on va retrouver, vous vous en doutez, un ensemble de produits agricoles qui peuvent être bruts, qui peuvent être transformés. Là, on peut avoir évidemment le lait de brebis, par exemple, qui est un aliment forcément brut. Et puis, on va aussi retrouver dans cette notion de patrimoine alimentaire tous les savoirs, les savoir-faire mobilisés pour transformer cet aliment brut. Et puis aussi, on peut y inclure les modes de distribution alimentaire, pourquoi pas, comme les marchés locaux, les marchés de distributeurs de pays. Et puis, on va y inclure les manières de table, les formes de sociabilité autour du produit, les ustensiles, pourquoi pas, et toute la symbolique liée à l'aliment lui-même. Donc, finalement, parler de patrimoine alimentaire, c'est très vaste. Ce n'est pas qu'une chose, c'est de multiples éléments
autour d'un produit. Si on en revient au Roquefort, évidemment, on voit bien qu'il y a la dimension matérielle et immatérielle. Bien sûr. Et donc, peut-être je vous propose, Jacinthe, qu'on appelle Sylvie Vabre, qui nous fait l'honneur d'avoir une chronique histoire dans le cadre de cette émission, et qui va peut-être nous apporter son éclairage à elle sur ces notions-là, si vous êtes d'accord. Et on vous retrouve juste après. Très bien. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. La notion de patrimoine alimentaire est un phénomène récent, une vingtaine d'années. Or, le Roquefort possède une histoire ancienne. Lorsqu'on mangeait du Roquefort en 1980, 1900, 1850 ou au Moyen-Âge, on ne le considérait pas comme un produit patrimonial, car cette notion n'existait pas, ne faisait pas sens pour les sociétés de l'époque. Qu'est-ce qui faisait sens alors ? 3 points me semblent importants à distinguer. Au XVIIe siècle, ce qui fait sens est le don et le contre-don. Les historiens parlent même de l'économie du don et du contre-don. Les institutions et grandes de ce monde expédient des produits alimentaires, des produits spécifiques qui portent le nom de région, de ville, de village, le jambon de Bayonne, le pâté de Nérac, le Roquefort, les gemblettes, pour s'attirer la bienveillance et les privilèges des grands. On expédie des tonnes de produits locaux qui sont dégustés bien loin de leur territoire d'origine. Les parlementaires toulousains expédient du Roquefort. Les produits participent au commerce. Ce qui fait sens ici, c'est l'action de donner et d'attendre un contre-don qui sont aussi des objets de l'économie. À partir du XVIIIe siècle, ce qui fait sens, c'est la technique. On décrit les produits pour en percer les secrets. Le piquant du Roquefort est apprécié. C'est un trait d'esprit vif. De cette époque, il nous reste les premières descriptions de la fabrication du Roquefort. Cela ne veut pas dire qu'au XVIIe siècle, on ne savait pas décrire, mais cela veut dire tout simplement qu'au XVIIIe, on trouvait que cela faisait sens. Parce qu'effectivement, cela va de pair avec l'intérêt pour un savoir global porté par l'encyclopédie. Un peu plus tard, au XIXe siècle, à la connaissance technique s'ajoute la modernité de l'industrie. Machines, froid artificiel, usines, tout cela fait sens. On consomme du Roquefort dans les grandes capitales du monde. Il est présent partout en France. Les classes moyennes le découvrent. Le XXe siècle est autre chose. C'est le siècle de la multiplication, de la masse. Le Roquefort doit faire face à la multiplication des fromages, multiplication des concurrents. On comptait 300 fromages dans l'entre-deux-guerres, on en compte plus de 1000 à la fin du XXe siècle. Le Roquefort, pour se distinguer, choisit de s'ancrer dans un territoire. Cela fait sens. Et donc, en 1925, il décroche la première appellation d'origine en demandant le vote d'une loi au Parlement en France. Donc, aujourd'hui, la patrimonialisation du Roquefort va recycler quelques points de l'histoire du produit, celle qui est porteuse de sens pour notre réalité, mais qui laisse de côté des pans de l'histoire qui n'est pas considérée comme efficace. Par exemple, l'économie du don et du contre-don est éloignée de nous, de nos façons de faire. Bon, il faut des explications pour faire comprendre ce qui faisait sens au XVIIe siècle. Et cette information-là, elle ne peut être retenue pour construire l'image patrimoniale du Roquefort. En revanche, pour les historiens de l'économie, elle constitue l'une des bases de leurs études au XVIIe siècle. Il en est de même du piquant ou du Roquefort. Aujourd'hui, il n'attire plus et signifie que des choses négatives pour nous. Donc avec ces exemples, la différence entre le patrimoine et l'histoire apparaît. Elle est forte. Alors que l'histoire cherche à comprendre les sociétés et leurs transformations dans le temps, le patrimoine choisit des éléments de l'histoire pour construire un sens aujourd'hui. La notion de patrimoine alimentaire pose des fils entre aujourd'hui et le passé pour donner au passé un sens nouveau et au produit un sens nouveau qui correspond aux attentes des sociétés actuelles. À bientôt.
Merci beaucoup Sylvie pour cet éclairage et nous voilà de retour sur le plateau de Radio Fleurine avec Jacinthe Bessières, notre invitée. Peut-être évoquer ensemble la question des processus de patrimonialisation. Hein, vous le disiez précédemment, voilà, le patrimoine, c'est le résultat d'un processus aussi de construction. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est vrai que ce jargon-là que l'on nomme patrimonialisation, c'est un petit peu, j'allais dire un peu hostile comme terme, mais bon, finalement ce processus de patrimonialisation nous montre par sa définition que tout bouge, que le patrimoine aujourd'hui il est dynamique, il est en construction, et que alors le processus du coup de patrimonialisation alimentaire renvoie à une construction patrimoniale, une dynamique de valorisation autour d'un produit, de valorisation mais aussi d'interprétation d'un héritage avec tout un système d'acteurs. Ce qui veut dire que parler de patrimonialisation consiste ou je dirais va de pair avec une réactualisation, une dynamisation des éléments. On va tirer des traits puisés dans l'histoire et on va tenter de les réactualiser, de les réinventer, parfois de les revisiter au regard des enjeux du présent. Donc on sent bien que la notion de patrimonialisation alimentaire nous donne un regard plutôt vers l'avenir. C'est un processus évolutif, dynamique. Patrimonialiser un produit ou analyser la patrimonialisation, par exemple du Roquefort, c'est inévitablement s'inscrire dans une dynamique d'acteurs, dans des actions plus ou moins variées, voire diversifiées d'intégration parfois de dynamiques d'acteurs extérieurs, et puis de nouvelles stratégies de conditionnement, de transformation, pourquoi pas, à certaines époques. Donc, le processus de patrimonialisation alimentaire, il est dynamique, il est évolutif, et moi je dirais qu'il met en avant parfois des tensions, parce qu'on est à la fois un petit peu tiraillé entre l'idée de la continuité absolue, de la reproduction absolument voulue et littérale d'un passé, et puis à la fois d'une envie de faire autrement, d'une envie de se projeter dans l'avenir, d'une envie de s'adapter réellement aux enjeux du présent. Donc on est bien parfois dans des contradictions, voire des tensions autour de certains produits qui d'un coup sont très anciens, doivent absolument respecter le travail de nos ancêtres, puis à la fois doivent aussi répondre aux jeunes générations qui mangent d'une certaine façon et qui peut-être vont acheter et s'approvisionner d'une autre façon. Et c'est vrai que la patrimonialisation, je crois qu'il faut retenir l'idée de patrimoine vivant autour de l'alimentation. On n'est pas au musée, notre patrimoine alimentaire, on le fait vivre. Et vous, par rapport à vos recherches, en particulier celles que vous avez menées sur le territoire Pays de Roquefort au moment où vous avez réalisé votre étude doctorale, quelle lecture vous avez eue de ces processus sur ce territoire-là en particulier ? Alors, c'est vrai qu'effectivement, quand je disais tout à l'heure patrimonialisation et vivacité, je pense qu'on est bien là, dans ce territoire du Roquefort, où on est face à un produit qui, à travers les époques et le temps, a intégré de nombreux changements. Et bon, moi, ce que j'avais pu observer dans les enquêtes que j'avais fait sur ce territoire-là, c'est qu'aujourd'hui le Roquefort avait une force d'innovation. C'est-à-dire qu'on est aussi sur un emblème gastronomique qui, certes, a une image peut-être figée dans le sens où il restera avec son goût, sa texture. Et son héritage finalement, et ses savoirs et ses savoir-faire, mais on est aussi dans une industrie. On est face à des acteurs industriels, par exemple, pas seulement, il y a aussi toute une sphère artisanale, mais on a des acteurs industriels, par exemple, qui aussi innovent tous les jours, ont aussi le souci de projeter le produit dans la demande, dans la demande et dans le système de consommation actuel, de manière à ce qu'il soit aussi vendu, apprécié et commercialisé en France et dans le monde. Donc, on est bien dans une logique d'innovation
patrimoniale, où finalement innovation n'est pas du tout incompatible avec l'idée d'héritage. D'accord. Donc pour vous, il y a un équilibre là qui se joue autour de cette ressource alimentaire qu'est le roquefort, entre tradition, modernité et innovation finalement constante. Tout ça se tisse au jour le jour presque. Oui, tout à fait. Et quand le débat un petit peu autour des patrimoines alimentaires, bien là, vous l'avez justement dit, on est dans l'acquisition d'un équilibre entre tradition, modernité, entre continuité, permanence d'un héritage que l'on a envie de reproduire en l'état, mais qui à la fois doit être reconstruit, doit être dynamisé et en proie au changement moderne, technologique, je dirais environnemental au sens large, sociétal. Donc on est bien dans ce difficile équilibre, je crois, et c'est souvent compliqué de trouver, je dirais le juste point d'équilibre entre bien finalement ce qu'il faut absolument garder, conserver et ce que l'on peut faire évoluer. Donc le patrimoine vivant, il est là, à l'entrecroisement de ces deux mondes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois de tomber aussi dans, je ne sais pas, des stéréotypes ou de se conforter dans certaines images aussi et d'activer des visions de cette ressource peut-être trop caricaturale par moment, ou de faire émerger des figures un peu trop caricaturées et à travers lesquelles d'ailleurs les acteurs du temps présent ne se reconnaissent pas forcément, ça peut arriver. Oui, complètement. Et ce que vous dites est juste dans le sens où, effectivement, on a des processus de patrimonialisation hyper traditionnalistes, voire extrêmement conservateurs, où l'idée de certains, c'est de conserver absolument de toutes pièces, littéralement, ce qu'on nous a transmis. Donc, effectivement, là, on a des formes de valorisation, j'allais dire passéiste, où on travaille sur le passé et on a, je dirais, qu'un seul et unique objectif, transmettre un passé. Et donc là, on peut, effectivement, le risque, vous l'avez dit, c'est un peu la muséification. Des sociologues ont aussi parlé, même des anthropologues, de folklorisation, où finalement on va caricaturer, typologiser d'une façon extrêmement à gros traits, un peu des figures. Vous avez parlé de figures caricaturales, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va commercialiser au fond des images et finalement qui ne correspondent plus au présent et à une société actuelle. Donc le risque, c'est un peu ça, c'est de tomber finalement dans des risques de la folklorisation, de la muséification, et ça fragilise aussi le patrimoine, parce que là il stagne, il n'évolue plus, il ne peut plus être compris en tant que tel, notamment par les jeunes générations. Alors peut-être on pourrait là appeler notre chroniqueur Jacques Astor, qui lui, en tant que linguiste, s'est interrogé sur le terme de Roquefort, puisque Roquefort c'est le village et c'est le fromage, et donc on pourrait voir comment il a envisagé cette question-là du patrimoine à travers le terme en soi. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors toi, d'un point de vue linguistique, qu'est-ce que ça t'inspire, cette notion de patrimoine en fait ? Pour le linguiste, le nom du Roquefort est du plus haut intérêt, car il est doublement patrimonialisé. D'abord, en tant que nom du village. Porté Rocaforté en 1116, dans le cartulaire de Vabre, Roquefort est connu depuis le Moyen-Âge. Son nom est issu d'un composé de roc avec fort, comme on dit château fort. Pourquoi château ? Parce que la roque il désigne un type primitif de fortification faisant corps avec le rocher, d'où son nom. L'escarpement des lieux de première défense. Ensuite, le nom de Roquefort est remotivé, comme on dit en linguistique, en tant que nom du fromage affiné dans ces caves depuis le Moyen-Âge. Comme Camembert en Normandie ou Münster en Alsace. Et mieux encore, parce que le nom de Roquefort a une personnalité qui lui est propre.
et qui participe de la typicité de ce fromage. Il a deux airs qui roulent comme une charrette dans les chemins creux, et deux hauts ouverts à tous les échos des montagnes. Il est terroir, il est rocailleux, comme notre belle langue occitane, particulièrement celle de notre rouergue, qui, entre parenthèses, lui accorde un troisième haut. Baillomé, une poque de pot et des billes et une fleur de roquefort. Et puis, il y a fort, le second membre du composé. L'épithète fort s'était adaptée à l'évocation du fromage et décrit le goût piquant et poivré qui ponctue son nocturnité. Les spécialistes du roquefort disent qu'il a du montant. Et ainsi, le composé roquefort a donné lieu à toutes sortes de manipulations. D'abord, pour valoriser le terme fort, on a voulu mettre en valeur cet agréable piquant cher à l'historien Alexis Montaigne, et c'est ainsi que le propriétaire d'une cave bâtarde avait créé le roc plus fort. Et à l'inverse, on a parfois remplacé fort par flaque, un mot sans vie, flasque, mort. On désignait par roqueflaque une pâle imitation du roquefort ou un mauvais roquefort. Et enfin, le nom de famille Roque étant très courant sous nos horizons, un fabricant de fromage de brebis a pu, comme à Compeire, faire côtoyer Roque avec Fort, nom de quartier. Et pour le coup, Fort reprenait du service en tant que nom de lieu pour redevenir nom de fromage. Ceci aux grandes dames des propriétaires des caves de Roquefort. Merci Jacques. Alors on a entendu une telle musicalité autour du mot Roquefort, selon les accents, selon les manières de le prononcer. C'était d'ailleurs Jacques nous a fait de belles démonstrations. Enchaînement naturel avec la musique. Philippe Ferré, bonjour. Bonjour. Oui, je viens d'écouter donc cette chronique et effectivement ça m'a fait penser donc à un artiste donc qui lui aussi est un chanteur, batteur, scatteur, rappeur. Il bouscule les mots, il bouscule les conventions. Il s'agit bien sûr d'André Mainviel. Alors, il nous vient de Gascogne et il pratique, outre le chant gascon, un autre art nommé le vocal chimie, qu'il a expérimenté avec ses compères de la compagnie Bernard Lubat. Alors, son univers est fait d'humour, d'improvisation. Il mélange tradition et modernisme, vieux porte-voix et sampleur. Tout y passe, le traditionnel gascon, la biguine, le gascon cubine, des thèmes donc de Télénousement, du blues, le chant des pygmées. Voilà, donc c'est tout son univers et il n'oublie pas bien sûr le musette puisqu'il a démarré sa carrière autour de cette esthétique musicale. Et ce grand pourfendeur des mots saisit l'air du temps avec une incomparable sens de la langue et de l'improvisation. Depuis 10 ans, André Mainviel effectue un collectage des parlés et des chantés partout en France. Et pour lui, dans chaque territoire, dans chaque région francophone, il existe la même langue, mais c'est l'accent qui la rend multiple. Voilà, ces collectages alimentent une sonothèque qui s'appelle donc Suivez l'accent et qu'on peut retrouver donc sur son site internet avec tout un tas de liens, de captages qu'il a pu faire un petit peu partout en France et je trouve que c'était vraiment l'artiste et le morceau qu'on va écouter s'appelle Le Facteur d'accent et je trouve que ça collait bien avec la thématique de cette émission. Allez, c'est parti pour André Mainviel. C'est parti, attention, ça démarre. Yo, big up the beat. 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 Je suis le facteur d'accent, j'en passe 1000 en paxant. Et du nord aux Pyrénées, je capte l'altérité. Je suis le facteur d'Adoc, d'Estanois et d'Oilanoc. Je passe du fond à la forme et des contre-champs à la norme. Je suis le facteur des lieux, je fais les bords, les milieux. J'arpente le relief d'abord, la syntaxe par-dessus bord. Je suis le facteur d'abcès en matière d'identité. De la fée la poule, sachez que la poule s'en est crevée. Et maintenant,
Je suis le facteur d'abstrait, j'ai mon diplôme HEC. O2 est une communale, enfant de la balle pour que dalle. Je suis le facteur d'active, j'habite le temps des rives. J'habite le maître à flot, je scatte le môme et l'animal. Et maintenant, je suis le facteur d'accent, l'anthropophonie descend dans mes chants, dans mes impros, de berbère les fagots. Si vous avez de l'accent, c'est que votre corps supporte mille mémoires qui s'emportent. Laissez-la comme lettre morte, laissez-la comme lettre morte. Nous voilà de retour sur le plateau avec Jacinthe Bessières, notre invitée. Je rebondis un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure au sujet des écueils de folklorisation, de muséification, parfois des images ou des symboles qu'on peut attribuer à une ressource alimentaire patrimonialisée. Est-ce que, pour éviter justement ce type d'écueil, l'enjeu n'est pas pour les acteurs des filières concernées par ces ressources alimentaires dans l'appropriation finalement des discours qui les représentent eux-mêmes, quoi. Je veux dire par là à destination des visiteurs ou du public extérieur ou des consommateurs. Et donc j'en arrive au lien entre tourisme et alimentation, puisque vous vous intéressez beaucoup à ce lien-là, à cette articulation entre ces deux dimensions. Tout à fait. Oui, alors c'est tout à fait intéressant parce que effectivement l'alimentation aujourd'hui c'est aussi l'affaire du tourisme. Complètement, le touriste il doit manger 3 fois par jour, déjà 1 pour survivre et 2 pour aussi se faire plaisir, pour découvrir d'autres éléments. On va voir que alors moi je travaille effectivement sur le tourisme et les liens, les interactions avec la question de l'alimentation, et on se rend rapidement compte que l'alimentation permet aux touristes de lire, de comprendre, d'apprendre. Donc c'est un vrai lieu de lecture des identités, des cultures locales. En mangeant, eh bien, il y a une réelle découverte de l'autre, du paysage et de l'univers socio-économique dans lequel on pénètre quand on est un nouveau visiteur sur un territoire. Alors, c'est vrai que moi, j'ai appelé ça le touriste mangeur, hein, ce touriste-là que l'on a essayé de qualifier un petit peu sous toutes les postures. Et on se rend compte que ces touristes mangeurs, qui viennent notamment sur nos territoires dits ruraux, eh bien, ils recherchent avant tout, par l'intermédiaire des produits dits de terroir, ces patrimoines alimentaires-là, ils recherchent aussi une meilleure connaissance de soi et de soi-même. C'est-à-dire que quand on a interrogé un certain nombre de touristes, eh bien, en découvrant la culture de l'autre, de l'ailleurs, en découvrant par exemple un roquefort et son goût extrêmement prononcé, eh bien, ils vont prendre conscience des frontières de souvent leur propre culture alimentaire. Donc il y a une idée par l'intermédiaire de la découverte touristique alimentaire, la découverte de soi-même. C'est-à-dire qu'on sent bien que l'incorporation alimentaire joue dans sa propre recherche identitaire. On rejoint ici l'idée du goût des terroirs, mais ce terroir dans lequel on va croquer littéralement en fait.
Complètement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est au premier et au second degré de l'image. Hein. C'est que voilà, ce produit dit de terroir, ce roquefort, va nous permettre de nous connaître nous-mêmes, va aussi nous permettre de découvrir l'autre, le paysan, le producteur de lait, l'industriel, par exemple, ou le fabricant, ou le distributeur, ou le petit producteur, ou sur le marché. Donc, on est bien dans une alimentation qui vient tisser des liens entre soi et les autres, hein, parce qu'on va discuter de recettes, parce qu'on va discuter du goût, on va discuter des méthodes culturelles, on va discuter du savoir et du savoir-faire mis en œuvre. Donc, c'est un vecteur de découverte de l'autre, c'est un vecteur de découverte du lieu. Donc, quand vous disiez on croque dans un paysage, c'est ça, c'est-à-dire que en mangeant une tartine de roquefort, on s'imagine les brebis sur le Causse, les lavognes certainement, et tout un univers purement paysager, souvent, qui se déploie derrière un aliment. Donc, il y a ce touriste mangeur a un imaginaire à combler aussi. Hein. C'est une vraie opportunité pour les acteurs des territoires que de répondre à ces touristes-là, avides de quête identitaire par l'intermédiaire de l'alimentation. Est-ce que ces liens, Jacinthe, entre le monde agricole et la mise en tourisme des territoires, ce sont des liens qui s'ancrent dans le temps, ou c'est assez finalement récent comme interface de médiation de ces territoires ? On ne peut pas dire que ce soit complètement récent, parce que aujourd'hui, ce qu'on appelle notamment l'agritourisme, qui est donc la diversification des activités agricoles et l'ouverture vers l'extérieur, vers le tourisme, ça existe depuis, là aussi, les premières formes d'agritourisme sont nées dans les années 60-70, dans certains départements français, notamment la Drôme, notamment des territoires un petit peu précurseurs, mais on va dire qu'elle s'est vraiment affirmée, hein, ce modèle, on va dire, un peu de développement agricole diversifié, vraiment depuis les années 80-90 et encore plus dans les années 2000, où on voit apparaître dans nos territoires ruraux, et notamment par exemple dans le sud d'Aveyron, une multitude d'offres à destination des touristes basées sur l'alimentation, multitude de formes agroalimentaires locales. Alors, on en a des quantités, hein, mais au niveau agritouristique, par exemple, je peux citer les ventes de produits fermiers sur les exploitations, les fermes pédagogiques, les goûters à la ferme, les fermes auberges, les chambres et tables d'hôtes. Bref, on a aujourd'hui on a aussi les festivals un petit peu sur ferme où on voit apparaître même des petits événementiels directement sur le lieu, des cueillettes ouvertes pour touristes sur l'exploitation. Donc on sent bien qu'il y a un nouvel intérêt à montrer ce que l'on est, à répondre à un imaginaire citadin. Bon, alors après montrer ce que l'on est, alors il y a plusieurs facettes. Hein. Nous, on a beaucoup travaillé ces dernières années avec un collègue à moi de l'école agronomique de Purpan sur aujourd'hui finalement la mise en scène sur l'exploitation agricole, la mise en scène touristique. Et on a des configurations assez diversifiées où on a des agriculteurs qui sont extrêmement soucieux de montrer ce qu'ils sont, mais réellement, avec, je dirais presque leur qualité, leur défauts, avec je dirais leur fonctionnement habituel, un petit peu parfois controversé d'une agriculture qui doit produire aussi avec un certain nombre de contraintes et d'injonctions. Puis on en a d'autres, des agriculteurs qui ont plutôt le souhait de monter un artifice et peut-être de s'éloigner parfois de ce qu'ils sont, en montrant ce que le touriste veut absolument et en écartant les mauvais côtés. On m'a déjà dit, écoutez, je montre pas les animaux malades quand je vois les touristes arriver chez moi, ou des choses comme ça. Donc, on sent bien que ces nouvelles formes agritouristiques, ces nouveaux modèles de diversification sont extrêmement intéressants parce que c'est une ouverture exceptionnelle sur un mangeur, sur un citadin, sur la société tout entière, mais à la fois, elles sont à prendre un petit peu avec des pincettes parce qu'on sent bien que c'est pas si simple que cela, que devenir du jour au lendemain un professionnel du tourisme, un accueillant, qui doit parler plusieurs langues, qui doit aussi communiquer, marketiser un petit peu son exploitation. Pour revenir sur le territoire du Roquefort par rapport à ces questions-là, on vous emmène là tout de suite avec Ségo et sa chronique sur l'exploitation d'Alice Ricard à Hermilix,
près de Saint-Afrique, qui nous parle justement de ses pratiques à elle en termes d'accueil et de tourisme sur sa ferme. Aujourd'hui, je suis en Aveyron, du côté de Saint-Afrique, à Hermélix, chez Alice Ricard, productrice de lait pour l'AOP Roquefort. Alors depuis plusieurs années, Alice ouvre les portes de sa ferme aux visiteurs. Et aujourd'hui, j'arrive comme n'importe quel touriste à sa ferme, un beau patrimoine bâti, qui fait très beau aujourd'hui. Et je m'apprête à rencontrer Alice, je vais rentrer dans la bergerie. Bonjour Alice. Depuis quand et pourquoi avez-vous mis en place les visites de votre ferme? Bonjour Ségolène, nous avons mis en place sur la ferme les visites depuis 1993 pour répondre en fait à la demande des visiteurs qui venaient visiter Roquefort et qui, ne voyant pas de brebis dans les pâturages, se posaient la question où sont les brebis. Donc cela fait aujourd'hui 27 ans que nous faisons visiter notre ferme. Et depuis toutes ces années, vous avez dû constater une évolution des attentes des touristes? Oui, bien sûr. Une attente qui s'est faite au fil des années, puisque en 1993, les attentes des touristes qui venaient étaient différentes de celles d'aujourd'hui. C'est vrai qu'en 1993, quand on a démarré, même encore aujourd'hui, les touristes, quand ils arrivent, sont étonnés des installations que nous avons, notamment au niveau des salles de traite, qui évidemment sont aux normes, hein, et avec des temps calés pour la réception du lait, tout ça, et tout est carrelé. Ils nous disent, mais ce sont de vrais laboratoires que vous avez. Ensuite, les attentes des touristes, aujourd'hui, attendent beaucoup, lorsqu'ils viennent sur la ferme, nous posent beaucoup de questions sur l'alimentation. Pourquoi les brebis, au mois d'août ou juillet, on ne les voit pas dehors ? Alors là, c'est leur expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, il fait très chaud ici, au mois de juillet-août, et on ne peut pas laisser des brebis dehors à la rage du soleil. Pour le confort de la brebis, c'est inconcevable. Donc les brebis sont à l'intérieur des bâtiments, dans les bergeries, qui sont aérées, où elles sont bien. Et pendant les visites de votre ferme, vous sentez un écart entre la perception des touristes et la réalité ? Oui, effectivement, les touristes, encore aujourd'hui, imaginent que les brebis sont gardées par le berger, comme autrefois, avec la cape, il prend son troupeau, comme l'image qu'on donne à la télé, par exemple, hein, que les gens voient à la télé. Non, aujourd'hui, des bergers, il y en a de moins en moins, pratiquement plus. Et on a, si vous voulez, les brebis aujourd'hui se trouvent dans des clôtures où elles peuvent justement manger l'herbe tranquillement, sans être dérangées. Et comment vous vous y prenez pour réduire ce décalage de perception ? Voilà, j'explique donc tout ce qui se passe sur l'exploitation. Et ensuite, je fais également déguster aux touristes qui viennent donc le Roquefort. Et au travers de toutes ces années, je me suis aperçue que finalement, les gens ne savaient pas déguster le Roquefort correctement. Et lorsqu'ils le dégustent chez moi, la réaction première, c'est pas le même que celui que je mange. Et je leur dis, comment vous le dégustez ? J'ouvre la porte du frigo et je sors mon Roquefort. Justement, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Le Roquefort, c'est un produit qui nécessite un petit peu d'attention. Il faut le chambrer, c'est comme un bon vin. Donc vous le sortez du réfrigérateur, vous le faites chambrer et vous le dégustez. Et de tous les mails que je reçois, une fois que les gens sont passés en visite, parce qu'après, il se crée des liens. Il y a des gens qui reviennent plusieurs fois sur l'exploitation, où ils envoient les enfants. Eh bien, ils me disent, depuis la visite et la dégustation, on ne le déguste plus de la même façon. Pour eux, c'est une découverte. Merci beaucoup, Alice. Un grand merci à Alice et Ségo pour cette chronique. Alors pour aller plus loin dans cet apprentissage des façons de manger le Roquefort, on pourrait peut-être demander à Quentin Bourdi de nous proposer une recette.
Quentin. Bonjour. Alors Quentin, qu'as-tu à nous proposer aujourd'hui autour du thème du patrimoine alimentaire du Roquefort? Le patrimoine alimentaire du Roquefort, moi j'ai dans son patrimoine, on va dire, mais récent, c'est quand même le Roquefort, c'est quand même quelque chose qui s'associe, récent à moyen terme quand même, mais c'est quelque chose qui s'associe beaucoup avec le sucré, de plus en plus. Ça fait même des dizaines et des dizaines d'années maintenant qu'on a l'habitude d'associer le Roquefort avec des vins moelleux ou avec de la poire. Enfin voilà, c'est devenu quelque chose d'à force classique. Et j'avais pensé faire une recette du coup de darfin ou de rosti, comme on dit en Suisse, de patates douces au Roquefort et noisettes, tout simplement. Super. Wow. Donc pour ça, faut prendre une patate douce par personne. Bon, on va faire pour 4 personnes, 4 patates douces, 2 œufs. Il suffit juste de 2 œufs, quelques noisettes. Si on n'a pas de noisettes, on prend des noix. Mais là, bon, les récoltes viennent d'être faites. On a des bonnes noix et noisettes en Aveyron. Donc, les patates douces, on les râpe avec une râpe assez épaisse, comme pour faire des darfins de pommes de terre, en fait, avec de la patate douce. Dès que cette patate douce, elle est râpée, on l'assaisonne avec un petit peu de poivre. On peut mettre un tout petit peu de noix de muscade. C'est pas la peine de saler, parce qu'il y a déjà le Roquefort qui est assez salé. Et donc, à côté de ça, on fait poêler un oignon qu'on a au préalable bien ciselé, bien fin. On le fait poêler avec un tout petit peu de beurre, c'est vraiment très peu de matière grasse. Et on débarrasse cet oignon qui a été ciselé et donc poêlé, et on écrase du coup pas mal de Roquefort dedans, on va dire, allez, 4 belles tranches de Roquefort dedans qu'on écrase avec le dos de la fourchette, donc dans un cul-de-poule, dans un récipient. Histoire que le Roquefort devienne un petit peu puré sans forcément trop le mélanger. Le but n'est pas de le mixer, juste l'écraser pour le faire fondre un petit peu avec la chaleur de l'oignon qui vient d'être poêlé. Ensuite, donc, on mélange cette préparation d'oignon et de Roquefort avec le râpé de patates douces qui a été donc un petit peu assaisonné. Si on trouve, on peut goûter à cru, si on trouve que ça manque un petit peu de sel, on peut en rajouter un petit peu, mais normalement c'est bon. Je préfère ajouter de la fleur de sel à la fin. Et donc on mélange les œufs qu'on a cassés, qu'on a battus avec donc la chair râpée de patates douces et le mélange de Roquefort et d'oignon, jusqu'à avoir une espèce de pâte un petit peu épaisse qu'on peut faire soit directement entièrement dans un plat, dans un cercle à tarte qu'on va rôtir au four pendant 20 à 30 minutes à four très chaud, 185-200 degrés pour que ce soit vraiment croustillant. On peut le retourner ensuite du coup et faire sur l'autre face pour avoir les deux faces, ou alors les faire individuellement dans des petits emporte-pièces. On met cet appareil dans des emporte-pièces et on va du coup avoir des petits disques de cet appareil-là qu'on va faire poêler avec du beurre pour avoir du coup une croûte bien dorée de patates douces qui va être un peu sucrée, qui va se mélanger au Roquefort un peu salé, qui va donc bien gratiner. Il y a un mélange sucré-salé naturellement qui se fait et on sert ça quand c'est croustillant et bien chaud dans une assiette. On met au dernier moment quelques feuilles de mâche ou un petit peu de salade, ce qu'on veut, quelques noix ou noisettes. C'est absolument délicieux. On n'en doute pas. Et tu le sers, ce rosti, dans ton restaurant ou pas? Je fais des amuse-bouches avec ça, moi. Ouais. Donc, c'est des petits mélanges de patates douces, Roquefort, donc d'œufs. Parfois, si je veux vraiment avoir quelque chose d'un petit peu plus ferme, j'y mets un peu de farine de sarrasin pour sécher un peu la préparation. Donc, si on a l'impression qu'on a quelque chose d'un petit peu trop liquide, on peut sécher ça avec de la farine. J'aime bien le sarrasin, je trouve que ça va bien avec le Roquefort. D'un côté un peu racé, qui est sympa. Et du coup, voilà, ouais, ça fait des petites galettes croustillantes, là, avec un bon goût sucré-salé, c'est trop bon, quoi. Écoute, on viendra déguster ça chez toi. Jacques Addy, le restaurant? Jacques Addy, rue de la République, proche de Roquefort. Très bien. Voilà. Merci Quentin. Merci, bientôt. Quentin. À bientôt. Au revoir. Oui, donc nous sommes de retour sur le plateau de Radio Florine avec Jacinthe Bessières pour la dernière partie de notre émission. Et nous venons d'entendre un témoignage très intéressant d'Alice Ricard, donc, qui est exploitante et éleveur de brebis à Hermélix, donc près de Saint-Afrique. Moi, je me pose des questions par rapport à la manière dont on peut envisager le tourisme sur nos territoires ruraux, qui sont aussi des territoires fragiles et délicats. Et je me dis qu'il faut aussi faire des choix, des formes de tourisme que l'on souhaite développer et privilégier. Est-ce que vous auriez, Jacinthe, à la lueur de tous les échanges qu'on a pu avoir au cours de l'émission, là, peut-être des pistes de réflexion à nous suggérer pour que nous, acteurs du territoire aussi, on s'en saisisse et qu'on puisse réfléchir
à une cohérence par rapport à ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire, vous, là-dessus, et en lien avec le Roquefort, évidemment, ouais. Oui, bien sûr. Alors, cette question, elle est complexe finalement, parce que la question que vous posez, vous, Katia, c'est vraiment la question que se posent aujourd'hui beaucoup de professionnels aussi du tourisme avec la crise sanitaire et ce que nous vivons actuellement. C'est-à-dire comment aujourd'hui faire bien les choses pour installer quelque chose peut-être de raisonné, d'harmonieux, je dirais un tourisme peut-être plus partagé ou de proximité, parce qu'on est vraiment aussi dans des logiques de proximité, et j'ai envie de dire aussi de co-construction. Peut-être qu'il y a une piste là à creuser qui est sur la co-construction. On a des exemples très intéressants où finalement le touriste est pris à partie aussi de son offre et de l'offre qu'il vient consommer, où il est partie prenante de la valorisation. C'est vraiment la dimension participative, semble-t-il, qui est recherchée aujourd'hui dans l'expérience touristique. Participer, collaborer, être partie prenante, ne pas subir ni contempler uniquement, être acteur de son propre produit finalement. Donc on a des exemples qui sont très intéressants dans les stratégies de co-construction. On pourrait pourquoi pas imaginer, et on a ça par ailleurs, où le touriste ou des jeunes générations de touristes, jeunes visiteurs, adoptent à distance, pourquoi pas une poule, un animal, une brebis, et durant leur petit congé, leur week-end, viennent cueillir les œufs ou ramasser les œufs de la poule adoptée, venir pourquoi pas rendre visite à sa chèvre, à sa brebis. Donc on a bien, je dirais, des éléments ou des pistes à inventer autour d'un tourisme plus expérientiel, plus collaboratif, plus participatif. Et ça, c'est extrêmement, je pense, ça reste porteur malgré tout pour un avenir touristique dans nos territoires ruraux qui sont riches en identité, en culture, et qui sont des formidables lieux d'expérimentation et d'invention, à l'écart d'un tourisme de masse, où justement le consommateur a peut-être l'impression de toucher une certaine vérité, vérité alimentaire, vérité paysagère, vérité même culturelle ou paysanne d'une certaine façon. Il y aurait une forme de conscience plus aiguisée en fait. Des réalités de l'écosystème concerné par le voyage, en l'occurrence si on parle des visiteurs évidemment qui viennent. Et est-ce que l'enjeu finalement réside pas aussi en la capacité des acteurs du territoire à se réunir, à se mettre en réseau, à instaurer un dialogue qui permettrait aussi de se poser les bonnes questions, et puis surtout d'éclairer les problématiques par divers endroits et de prendre en compte les besoins, les questions, les doutes, les appréhensions de chacun pour essayer justement d'accompagner le territoire au mieux. Tout à fait. Moi, je suis assez d'accord parce que effectivement, il y a un gros travail, ou plutôt de formidables initiatives peut-être à produire et à impulser autour des partenariats, autour de la mise en réseau des acteurs. On est aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai besoin de mise en dialogue autour des ressources territoriales, au lieu de travailler isolément. On se rend bien compte aujourd'hui qu'on a tous besoin les uns des autres, avec, je dirais, en doublant, c'est ce qu'on appelle les synergies, ces stratégies de collaboration accrue, où on va finalement produire, aller plus loin en étant peut-être un peu plus nombreux. C'est vrai que le partenariat, la mise en réseau, c'est quelque chose que j'ai observé moi dans toutes mes recherches, parce que il y a de la mise en réseau informelle, et ça, je crois qu'elle est aussi, elle est très importante. Quand je pense à la mise en réseau informelle, c'est toutes les réseaux d'interconnaissance, de proximité, de voisinage, où l'interaction, elle se produit aussi avec son voisin, avec l'entraide, avec les réseaux associatifs, par exemple du Sud-Aveyron, qui sont extrêmement nombreux. Moi, je me souviens de multiples associations que j'avais pu rencontrer dans le Sud-Aveyron, qui sont toutes aussi riches les unes que les autres, et qui font partie du réseau, de connaître telle ou telle personne à tel moment, à tel endroit. On est bien dans le réseau informel. Mais aussi, il y a les réseaux beaucoup plus formels, je crois, qui sont incontournables,
avec, je crois, le besoin de partenariat technique, voire de partenariat lié au conseil, à l'appui au projet, à l'ingénierie de projet. Les acteurs ont besoin aussi d'être accompagnés de ce côté-là. Et il y en a des réseaux formels qui aujourd'hui sont là pour ça, pour aider à la mise en place des actions. Et puis, je crois, en termes de réseaux formels, on a les réseaux aussi institutionnels, politiques, techniques, liés aux filières agroalimentaires, à la qualification des produits. On a des filières aujourd'hui extrêmement fortes, et notamment sur du Roquefort, on est sur une filière longue, mais forte, puissante, qui réunit un ensemble d'acteurs qui vont de la production, je dirais, à la transformation. Et ça, c'est une vraie opportunité de travail où on peut mutualiser des moyens, mais qui ne sont pas que économiques, qui sont aussi relationnels, qui sont aussi, je dirais, des moyens en termes de connaissances, d'expérience. Voilà, la mise en réseau, le partenariat, il est fondamental. On a l'impression qu'on peut plus fonctionner seul dans son coin. Oui. Et puis, forcément, il y a toujours des acteurs relais, il y a toujours des acteurs meneurs, mais il y a un réel besoin de tisser du lien pour aller plus loin. Oui, et je crois que vraiment là, sur le territoire qui concerne en tout cas la fabrication fromagère du Roquefort, on est vraiment là-dedans. La Confédération, c'est un acteur essentiel dans cette structuration, et ce depuis de nombreuses années. Et historiquement, c'est vrai que la force collective, elle est irremplaçable, et on a tout intérêt à aller de plus en plus vers ça, en tout cas en prendre soin. C'est aussi pour ça que le Saloir ou que Radio Fleurine aussi émergent, parce que ce sont d'autres lieux de convergence et qui permettent de soutenir aussi cette cohésion en fait sociale. Tout à fait. Voilà, je vous rejoins. On est sur des acteurs clés de concertation et de mise en dialogue, comme ce que vous faites au niveau du Saloir, c'est tout à fait judicieux, effectivement. Mais c'est vrai que il me semble que la question du patrimoine alimentaire et du Roquefort, en tout cas, c'est vraiment propice à travailler de cette manière aussi. C'est dynamisant, en fait. Oui, c'est dynamisant. Et puis, c'est vrai que parler aujourd'hui d'alimentation, c'est aussi parler de soi, pas uniquement... c'est parler de soi, de son identité, de son héritage, de là où on vient et de là où on va. Parce qu'on est vraiment sur un lien inextricable entre le passé, le présent et le futur. Et vous voyez, aujourd'hui, avec les crises que nous traversons, on se rend bien compte que l'alimentation reste quelque part une valeur sûre. C'est-à-dire qu'on sent bien que il faut à boire et à manger, quoi. Et que aujourd'hui les patrimoines alimentaires revêtent d'autant plus d'importance qu'ils sont porteurs de valeurs, de garanties, de valeurs, et puis à la fois de vérité, dont on ne peut se passer. Oui, pour conclure, c'est ça nous renvoie à ce que dit le géographe Guy Dimeo, qui parle de besoin social contemporain quand il se réfère au patrimoine au sens large, mais c'est tout à fait vrai pour en particulier le patrimoine alimentaire. Jacinthe Bessières, merci beaucoup pour ce temps accordé et tous ces échanges. On vous retrouve bientôt au Saloir ou sur le territoire, en tout cas, pour continuer à travailler et à collaborer ensemble. Un très grand merci. Merci à vous, merci beaucoup pour cette invitation et cette interview. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, quelle bonne idée des retrouvailles, et on les espère rapides et en chair et en os. Donc, en attendant, pour finir l'émission, nous allons à nouveau vous proposer un morceau de musique. Philippe, tu es sans doute encore en ligne. Bien sûr. Alors, qu'as-tu à nous proposer ? Alors, pour ce deuxième titre, je veux vous inviter à découvrir un duo, celui de Vincent Perani et d'Émile Parisien. Un duo accordéon-saxophone. C'est un morceau qui est extrait de leur dernier disque, qui est sorti au mois d'août 2020. Le disque s'appelle Abrazzo. Et donc, c'est un artiste, donc Vincent Perani, avec son quintet, qui devrait être programmé, alors là je mets du conditionnel, qui devrait être programmé donc le 10 décembre à la salle de la Baleine au Nez-le-Château, donc avec qui on est partenaire sur cette programmation. Alors j'invite les auditeurs à se renseigner avant de venir à la Baleine, parce que c'est pas sûr que ce concert puisse avoir lieu, mais quoi qu'il en soit, il sera reporté donc sur 2021 si c'était pas possible en décembre 2020.
Le morceau qu'on va écouter s'appelle The Crave, c'est-à-dire l'envie, le besoin. Voilà, donc bonne écoute et puis à très bientôt. Merci Philippe. Merci Philippe. L'heure est venue de conclure cette émission. Donc une émission réalisée en partenariat avec le Saloir, la Confédération Générale de Roquefort et Radio Sainte-Afrique. Vous pouvez nous réécouter ce mercredi 25 novembre à 13h.
et nous retrouver également en podcast. Donc toute la série documentaire de Radio Florine est disponible sur le site de Radio Sainte-Afrique ou sur le compte Instagram de l'appellation d'origine protégée Roquefort. Oui, Mélanie, j'en profite aussi pour dire qu'on mettra une bibliographie des travaux de Jacinthe Bessières en lien avec ces podcasts. Voilà, toute la bibliographie donc, sur les podcasts. Donc on remercie Jacinthe Bessières, évidemment, pour Merci sa participation. Voilà. Tous nos chroniqueurs, Jacques, Sylvie, Quentin, Ségo, Philippe. Voilà. Et on se retrouve au mois de décembre autour d'un nouveau thème. Oui, alors on va parler du Roquefort sur le bout de la langue. De quoi saliver, ce sera au moment de Noël. En attendant, portez-vous bien. Et à très bientôt. Oui, à très bientôt. Bye bye.